9 janvier 2003. Un matin d'hiver glacial en Seine-et-Marne. Dans les rues encore endormies, une petite fille de 9 ans marche seule vers l'école. Elle s'appelle Estelle Mouzin. Elle connaît ce trajet par cœur, elle l'a fait des centaines de fois, mais ce jour-là, elle ne franchira jamais les portes de sa classe. À 8h30, elle quitte la maison de son père, cartable sur le dos. Il lui lance un dernier « À ce soir » depuis la fenêtre. Quelques minutes plus tard, Estelle disparaît sans laisser la moindre trace. Pas un cri, pas de témoin direct, rien. Comme si elle s'était volatilisée. Les enquêteurs arrivent rapidement, ils fouillent le quartier, interrogent les voisins. Les chiens renifleurs marquent une piste qui s'interrompt brutalement au milieu d'une rue, comme si Estelle s'était évaporée. Les heures passent, la panique monte et un détail glaçant commence à se dessiner. Plus le temps s'écoule, plus les chances de retrouver la fillette vivante s'éloignent. Ce qui suit, c'est l'une des affaires criminelles les plus troublantes de France. Des pistes qui mènent à des impasses, des aveux puis des rétractations, un nom qui revient sans cesse, Michel Fourniret, le monstre des Ardennes. Mais 20 ans plus tard, malgré les déclarations, malgré les fouilles, la vérité reste ensevelie. Pourquoi ? Que cache réellement cette disparition ? Estelle Mouzin, 9 ans. Un sourire timide, des yeux clairs qui pétillent d'innocence. Elle vivait à Guermantes, une petite commune tranquille de Seine-et-Marne, à une trentaine de kilomètres à l'est de Paris. Ses parents, séparés depuis peu, s'étaient arrangés pour partager sa garde. Ce 9 janvier, c'était chez son père qu'elle passait la semaine. À l'école, Estelle était connue pour sa curiosité et son sérieux. Elle aimait les histoires, les jeux de société et passait des heures à lire. Une fillette sans histoire, aimée de ses camarades et de ses professeurs. Rien qui puisse laisser présager un danger. Guermantes, c'est un décor presque de carte postale. Petite maison alignée, rue calme, commerce de proximité. Un endroit où les parents se sentent en sécurité, où les enfants jouent dehors sans crainte. Mais cette impression de sécurité allait voler en éclats. Ce matin-là, comme tous les jeudis, Estelle s'apprête à parcourir seule le petit chemin qui mène à son école. Un trajet de quelques minutes qui va devenir le dernier connu. Personne ne le sait encore, mais à partir de ce moment précis, chaque minute va compter et chaque erreur va coûter cher. Jeudi 9 janvier 2003. Le thermomètre affiche à peine quelques degrés. Une fine brume recouvre les rues de Guermantes. À 8h25, Estelle enfile son manteau rouge, glisse ses mains dans ses gants et serre contre elle son cartable. Son père la regarde quitter la maison depuis la fenêtre. Un geste habituel, qui deviendra bientôt un souvenir obsédant. Elle emprunte la petite rue pavée qui mène à l'école primaire. Le trajet est court, environ 800 mètres, 2 ou 3 minutes à pied. Des voisins affirment l'avoir aperçue au coin de la boulangerie. Un autre témoin dit l'avoir vue un peu plus loin. Puis plus rien. À partir de là, c'est le vide. Les enquêteurs reconstitueront plus tard ce dernier trajet connu. Les chiens pisteurs détectent son odeur sur une centaine de mètres, jusqu'à ce qu'elle disparaisse brutalement, en plein milieu d'une rue. Aucune trace de lutte, aucun cri entendu. En quelques minutes, l'ordinaire bascule dans l'impensable. Les appels à Estelle restent sans réponse. Le temps s'écoule, et avec lui, l'espoir de la retrouver rapidement. Ce jour-là, à Guermantes, l'innocence s'est volatilisée en même temps qu'une fillette de 9 ans. Dès que l'alerte est donnée, la machine policière se met en marche. Les premières heures sont cruciales dans une disparition d'enfants, mais à Guermantes, la situation va se compliquer. À 9h30, l'école confirme qu'Estelle n'est jamais arrivée en classe. Les enseignants préviennent le père, qui contacte immédiatement la gendarmerie. Les patrouilles se déploient dans le village, interrogeant commerçants, riverains, parents d'élèves. Chaque minute compte, mais déjà, un retard se creuse. Les policiers établissent un périmètre de recherche. Des battues sont organisées dans les champs, les bois, les bords de route. Les chiens pisteurs reprennent le trajet supposé d'Estelle, mais la piste s'interrompt encore une fois au même endroit, laissant penser à une possible montée dans un véhicule. Pourtant, certains témoins affirment avoir vu une fillette ressemblante à Estelle à plusieurs kilomètres de là. Mais ces signalements ne seront pas immédiatement exploités. D'autres détails, comme des véhicules suspects dans la zone, ne seront pas relevés sur le champ.
En parallèle, la famille vit l'angoisse minute par minute. Le père reste auprès des enquêteurs, la mère, prévenue, se précipite depuis son domicile à plusieurs dizaines de kilomètres. Tous espèrent un simple malentendu, mais au fil des heures, l'espoir s'effrite et une certitude glaciale s'installe. Estelle n'est plus là et chaque instant perdu pourrait sceller son destin. Pendant des années, l'enquête sur la disparition d'Estelle piétine. Les pistes se multiplient, mais aucune ne mène à une preuve solide. Jusqu'à ce qu'un nom ressurgisse. Un nom qui glace le sang en France. Michel Fourniret. Surnommé le monstre des Ardennes, Fourniret est déjà reconnu coupable de multiples meurtres, souvent sur de jeunes femmes ou des adolescentes. Un prédateur méticuleux, manipulateur, qui traque ses victimes avec une froideur inhumaine. Sa complice ? Monique Olivier, son ex-épouse, qui l'a aidé à attirer certaines de ses proies. En 2018, lors d'un nouvel interrogatoire, Monique Olivier évoque le nom d'Estelle Mouzin. Elle affirme que Michel lui aurait confié être impliqué dans sa disparition, mais ses déclarations sont parsemées de contradictions, parfois floues, parfois précises, comme si elle distillait l'information au compte-gouttes. Pour les enquêteurs, c'est un tournant majeur. Le profil de Fourniret correspond parfaitement. Un chasseur opportuniste, capable d'agir rapidement et de disparaître sans laisser de traces. Et ce 9 janvier 2003, il était officiellement absent de son domicile avec un alibi qui commencera bientôt à se fissurer. Lorsque le nom de Michel Fourniret est officiellement lié à l'affaire, les enquêteurs se tournent vers celle qui connaît ses secrets les plus sombres, Monique Olivier. En 2018, puis en 2020, elle commence à livrer des bribes d'informations. Elle raconte qu'en janvier 2003, Fourniret aurait envoyé passer un coup de fil depuis leur domicile pour lui fabriquer un alibi, pendant que lui était parti pour chasser. Elle décrit même le jour comme particulier et évoque la présence d'une fillette. Mais dès qu'on lui demande des détails précis, les contradictions apparaissent. Parfois, elle situe les faits à un autre moment. Parfois, elle prétend ne plus se souvenir. Les enquêteurs, frustrés, doivent jongler entre ses aveux partiels et ses silences calculés. Monique semble choisir ses mots avec soin, comme si elle jouait avec la vérité. Pourtant, certains de ses propos coïncident avec des éléments matériels. La localisation du téléphone portable de Fourniret, des trajets inhabituels, et même la météo ce jour-là. Mais chaque avancée est freinée par une zone d'ombre. Pourquoi parle-t-elle maintenant ? Et surtout, que cache-t-elle encore ? Au fil des années, un constat dérangeant s'impose. L'enquête sur la disparition d'Estelle a été jalonnée de zones d'ombre et d'occasions manquées. Dès les premiers jours, certains lieux n'ont jamais été fouillés en profondeur. Des parcelles privées, des bâtiments désaffectés, des zones où, plus tard, des indices auraient pu être découverts. Des témoignages clés sont arrivés trop tard ou ont été classés sans suite. Un homme, par exemple, avait signalé un véhicule suspect rôdant près de l'école, mais son témoignage n'a pas été exploité immédiatement. La coordination entre les différentes juridictions a aussi ralenti les recherches. Plusieurs services travaillaient en parallèle, mais avec peu d'échanges d'informations. Résultat, des doublons, des incohérences et surtout, des pertes de temps précieuses. Même aujourd'hui, certains enquêteurs estiment que des preuves matérielles ont pu disparaître à cause de cette gestion chaotique. Et derrière chaque erreur, il y a cette pensée insupportable. Si tout avait été fait correctement dès le début, Estelle aurait-elle pu être retrouvée ? Après des années de silence et d'impasse, l'affaire Estelle Mouzin connaît un nouvel élan. En 2019, les déclarations de Monique Olivier relancent les fouilles. Les enquêteurs se concentrent sur les anciennes propriétés de Michel Fourniret, notamment dans les Ardennes et en Belgique. Des pelleteuses retournent la terre, des équipes spécialisées sondent le sol, cherchent le moindre indice. Chaque découverte potentielle est analysée, mais encore une fois, aucune preuve formelle de la présence d'Estelle. En 2021, de nouvelles zones boisées sont explorées, guidées par les souvenirs fragmentaires de Monique Olivier. Des lieux isolés,
parfois difficiles d'accès, où Fourniret aurait pu dissimuler un corps. Mais malgré l'ampleur des recherches, le mystère reste entier. Pour la famille, chaque nouvelle fouille est un mélange d'espoir et de douleur. Espoir que la vérité apparaisse enfin, et douleur de revivre, encore et encore, les mêmes questions sans réponse. Plus de 20 ans après, les enquêteurs affirment ne pas abandonner. Mais le temps, lui, continue de s'écouler, inexorablement. Derrière chaque article, chaque rapport d'enquête, il y a une réalité que l'on oublie trop souvent. Une famille brisée. Le père d'Estelle, Éric Mouzin, n'a jamais cessé de se battre pour obtenir la vérité. Pendant 2 décennies, il a multiplié les appels aux autorités, participé à d'innombrables marches blanches et médiatisé le combat de sa fille disparue. La mère d'Estelle, elle aussi, a vécu dans l'attente insupportable. 20 années de questions sans réponse, de faux espoirs et de nuits blanches à imaginer tous les scénarios possibles. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque rentrée scolaire était un rappel cruel de l'absence. Les amis d'enfance d'Estelle ont bandi, ont construit leur vie, pendant qu'elle, figée à 9 ans dans les souvenirs, reste pour toujours la petite fille disparue de Guermantes. Au-delà de la famille, c'est toute une communauté qui a été marquée. Des voisins encore hantés par le souvenir de ce matin glacial, des enseignants qui n'ont jamais oublié ce pupitre resté vide, et des anonymes partout en France qui continuent de penser à elle. Parce que dans ce genre d'affaires, l'oubli, c'est la pire des injustices. 20 ans ont passé. 20 années de doutes, de pistes incomplètes, de vérités à moitié dites. L'affaire Estelle Mouzin reste une plaie ouverte dans la mémoire collective française. Peut-être que quelque part, enfouie dans un souvenir, dans un dossier oublié, se cache la clé de ce mystère. Peut-être que celui ou celle qui détient cette information n'a jamais osé parler. Mais chaque jour qui passe rend la vérité plus fragile. Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement d'une enquête criminelle. Nous parlons d'une petite fille qui aurait eu 29 ans. D'une famille qui attend encore. D'une société qui ne peut pas accepter qu'un enfant disparaisse et que l'on ne sache jamais pourquoi. Alors je vous pose la question. Pensez-vous que nous connaîtrons un jour toute la vérité sur la disparition d'Estelle Mouzin ? Écrivez votre avis en commentaire. Et si vous voulez que cette affaire ne tombe jamais dans l'oubli, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo autour de vous. Parce que la mémoire est notre seule arme contre l'oubli.